Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on piétine tous les jours sans vraiment y penser, le sol. On croit souvent que c'est juste de la terre, de la poussière, mais si je vous disais que sous nos pieds se cache l'un des mondes les plus incroyables et les plus importants pour la vie sur Terre. Préparez-vous, on va plonger ensemble dans cet univers fascinant et ça pourrait bien changer votre façon de voir le sol. Voilà la question de départ. On marche dessus, on y fait pousser nos aliments, on construit nos maisons. Mais au fond, de quoi est-il composé? Comment est-il apparu? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est parti pour l'enquête. Alors, première étape, on va casser une idée reçue. Non, le sol, ce n'est pas juste un tas de terre inerte. C'est bien plus complexe et vivant que ça. En fait, c'est un mélange super organisé. Regardez ça. Un sol en bonne santé, c'est comme une bonne recette de cuisine. La base, c'est la partie minérale, des petits morceaux de roche. Ça fait presque la moitié. Ensuite, il faut de l'eau et de l'air, à parts égales, un quart de chaque. C'est essentiel pour que la vie puisse respirer et s'hydrater là-dessous. Et puis, il y a l'ingrédient secret, le petit 5% de matière organique. Ça a l'air de rien, mais en réalité, c'est la star. C'est ce qui rend le sol fertile et vivant. C'est le moteur de tout l'écosystème. Bon, mais ce mélange parfait, il n'apparaît pas d'un coup de baguette magique. La fabrication d'un sol, c'est une histoire très longue. Ça se compte en siècles, voire en millénaires. Voyons un peu comment la nature s'y prend. À l'origine de n'importe quel sol sur la planète, il y a une roche. C'est le point de départ, la matière première. On l'appelle la roche-mère. Et c'est sur elle que tout va se construire, très lentement. Cette roche-mère va subir des attaques sur 3 fronts. D'abord, l'attaque physique. Imaginez l'eau qui s'infiltre dans une fissure. L'hiver, elle gèle, elle gonfle et... crac, elle fait éclater la roche. Ensuite, l'attaque chimique. L'eau de pluie, toujours elle, est légèrement acide. À force de tomber, elle va grignoter la roche, la dissoudre tout doucement. Et enfin, l'attaque biologique. Les racines des premières plantes pionnières sont de vraies forceuses. Elles s'enfoncent dans les fissures et agissent comme des coins pour écarter et briser la roche. Ce qui est complètement fou, c'est le temps que ça prend. Regardez cette chronologie. Pour fabriquer à peine quelques centimètres de sol, il faut environ 1000 ans. 1000 ans, c'est plus de 10 vies humaines pour une couche de terre à peine plus épaisse qu'un livre. Ça nous fait vraiment prendre conscience que le sol est une ressource incroyablement précieuse et qu'elle n'est pas renouvelable à notre échelle. Au fil du temps, les feuilles, les branches, les animaux morts, tout ça se dépose sur les fragments de roche. Et ça se transforme en une matière sombre et spongieuse qui sent bon la forêt après la pluie. C'est l'humus. L'humus, c'est carrément le garde-manger du sol. C'est lui qui va stocker tous les nutriments essentiels pour les futures plantes. Maintenant qu'on a vu les ingrédients de base, on va s'intéresser à l'incroyable vie qui s'y développe. Parce que oui, le sol grouille de vie. On va passer de la géologie à la biologie et découvrir un monde souterrain absolument dingue. 1 milliard, ce chiffre donne le vertige. Mais 1 milliard de quoi? C'est le nombre de bactéries qu'on peut trouver dans un seul gramme de sol. 1 gramme, c'est le poids d'un trombone. Pour vous donner une idée, il y a plus d'êtres vivants dans une petite cuillère de terre qu'il n'y a d'êtres humains sur toute la planète. C'est juste incroyable. Et ces bactéries ne sont pas seules, loin de là. C'est une véritable équipe de choc qui travaille en permanence. On a les lombrics, de vrais laboureurs qui creusent des galeries à air et mélangent tout. On a les champignons qui forment des réseaux de filaments, un peu comme un internet souterrain qui transporte les infos et les nutriments. Et puis des milliards d'autres petites bêtes comme les colemboles qui grignotent les débris. Et leur mission commune, c'est le recyclage. Ils prennent tout ce qui est mort, feuilles, animaux, etc. et ils le décomposent pour le retransformer en éléments minéraux simples que les plantes peuvent absorber. Sans eux, la forêt serait ensevelie sous des mètres de feuilles mortes. Ils bouclent le grand cycle de la vie. Tout ce travail des décomposeurs, toute cette vie dans le sol, ça a une conséquence directe et vitale pour nous. Ça permet aux plantes de pousser. Et donc, ça permet de nourrir la planète. Voyons comment ça marche plus en détail. On pourrait croire qu'une plante mange la terre. Eh bien en fait pas vraiment. Une plante, elle boit sa nourriture. Elle puise dans le sol de l'eau chargée en minéraux, un peu comme si elle buvait une soupe de vitamines. Ce tableau, c'est un peu le menu du blé au fil de sa croissance. Comme nous, il n'a pas les mêmes besoins quand il est bébé, adolescent ou adulte. Au début, pendant le talage, quand il fait plein de tiges, il a surtout besoin de potassium pour s'enraciner solidement. Puis, pendant la montaison, sa crise de croissance, il a une faim d'ogre en azote pour grandir. Et enfin, pour sa floraison, pour faire ses graines, il lui faut un maximum de phosphore. Le sol doit donc être capable de lui servir ce menu à la carte. Et voilà ce qui se passe quand le menu n'est pas bon. La différence est flagrante, non? À gauche, un plant de maïs en pleine forme, qui a eu tout ce qu'il lui fallait. Et à droite, un plant qui manque d'azote. Il est tout chétif et ses feuilles sont jaunes. C'est un signe de carence, un peu comme une anémie chez nous. Ça montre bien à quel point la santé des plantes est directement liée à la richesse du sol.
D'accord, mais comment le sol fait-il pour retenir tous ces nutriments et éviter qu'ils soient emportés par la pluie? C'est là qu'intervient une structure géniale, le complexe argilo-humique. Un nom un peu compliqué, mais l'idée est simple. Imaginez que l'argile et l'humus agissent comme une sorte d'aimant ou d'éponge. Ils s'accrochent l'un à l'autre et capturent les minéraux. Ils créent un garde-manger stable qui met les nutriments à disposition des racines quand elles en ont besoin. C'est un système de stockage naturel et super efficace. On l'a vu, le sol est un monde vivant, complexe, essentiel. Mais ce trésor est aussi extrêmement fragile. On va donc aborder maintenant les menaces qui pèsent sur lui et pourquoi il est devenu urgent de le protéger. Ça ressemble au début d'un film d'horreur, mais cette menace est bien réelle. Parfois, des espèces venues d'ailleurs sont introduites accidentellement et elles peuvent provoquer de vrais désastres écologiques. Le problème avec ce ver plat, c'est qu'il est un prédateur redoutable de nos vers de terre. Or, on a vu que les vers de terre sont les ingénieurs du sol. En les éliminant, ce prédateur détruit petit à petit l'équilibre du sol. C'est comme si on enlevait les fondations d'une maison. Le sol devient compact, moins fertile, et tout l'écosystème est mis en danger. C'est un exemple parfait de la fragilité de ce monde souterrain. Allez, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? Premièrement, un sol met des milliers d'années à se former. Deuxièmement, c'est un écosystème qui grouille de vie. Troisièmement, il est à la base de notre alimentation. Et enfin, et c'est le plus important, c'est une ressource fragile, non renouvelable qu'on doit absolument protéger. On se quitte avec cette question. Maintenant qu'on sait que le sol est un monde vivant et fragile, que peut-on faire, chacun à notre niveau, pour en prendre soin? La première étape, c'est déjà de le comprendre. J'espère que maintenant, la prochaine fois que vous marcherez dans un jardin ou une forêt, vous penserez à tout cet univers incroyable qui s'active juste sous vos pieds. Merci d'avoir suivi cette exploration.